arrivé, c'est de cela que se compose aujourd'hui la richesse publique et la prospérité universelle. Ce qui vous eût fait mettre à Charenton au siècle dernier a, en 1867, la place d'honneur au Palais de l'Exposition internationale. Toutes les utopies d'hier sont toutes les industries de maintenant. Allez voir. Photographie, télégraphie, appareil Morse, qui est l'hiéroglyphe, appareil Hughes, qui est l'alphabet ordinaire, appareil Kursali, qui envoie en quelques minutes votre propre écriture à 2000 lieues de distance, fil transatlantique, sonde artésienne qu'on appliquera au feu après l'avoir appliqué à l'eau, machine à percement, locomotive voiture, locomotive charrue, locomotive navire, et l'hélice dans l'océan en attendant l'hélice dans l'atmosphère. Qu'est-ce que tout cela? Du rêve condensé en fait. De l'inaccessible à l'état de chemin battu. Continuez donc, vous, pédants, âniers, vous, voyants, à marcher. Une rencontre des nations comme celle de 1867, c'est la grande convention pacifique. Elle a cela d'admirable qu'elle accable comme l'évidence, qu'elle supprime subitement partout l'obstacle, et qu'elle remet en mouvement dans tous ses engrenages plus ou moins entravés le divin mécanisme de la civilisation. Une exposition universelle, à Paris, et en 1867, c'est une brusque rupture partout à la fois et un splendide vol en éclats de tous les bâtons dans les roues. Nous disons tout, et nous ne nous opposons à aucun des rêves que contient ce monosyllabe immense. Un grand espoir de clarté prochaine, c'est là toute notre vie. Allons, allons, incendiez-vous dans le progrès. Une chevelure de flamme sur votre tas de charbon noir. Peuple, vivez. 3. Il manquera à ce palais de l'exposition ce qui lui eût donné une signification suprême, aux 4 angles, 4 statues colossales, figurant 4 incarnations de l'idéal, Homère représentant la Grèce, Dante représentant l'Italie, Shakespeare représentant l'Angleterre, Beethoven représentant l'Allemagne, et, devant la porte, tendant la main à tous les hommes, un 5e colosse, Voltaire, représentant, non le génie français, mais l'esprit universel. Quant à l'exposition de 1867 en elle-même, considérée comme réalisation, nous n'avons point à en juger. Elle est ce qu'elle est, nous la croyons magnifique, mais l'idée nous suffit. Ce qu'est l'idée, et quel chemin elle a fait, un chiffre le dira. En 1800, à la première exposition internationale, il y avait 200 exposants, en 1867, il y en a 42 217. Une certaine mise à point de la civilisation résulte d'une exposition universelle. C'est une sorte d'homologation. Chaque peuple remet son dossier. Où en est-on ? Le genre humain vient là faire sa propre connaissance. L'exposition est un oscte ipsum. Paris s'ouvre. Les peuples accourent à cette aimantation énorme. Les continents se précipitent, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, les voilà tout, et la sublime porte, et le céleste empire, ces métaphores qui sont des royaumes, ces gloires qui sont de la barbarie. Vous plaire, ô Athéniens. C'était l'ancien cri, vous plaire, ô Parisiens. C'est le cri actuel. Chacun arrive avec l'échantillon de son effort. Cette Chine elle-même, qui se croyait, le milieu, commence à en douter, et sort de chez elle.
elle va juxtaposer son imagination à la nôtre, les cas tératologiques de la statuaire à notre recherche de l'idéal, et à notre sculpture de marbre et de bronze la sculpture torturée et magnifique du jade et de l'ivoire, art profond et tragique où l'on sent le bourreau. Le Japon vient avec sa porcelaine, le Népal avec son cachemire, et le Caraïbe apporte son casse-tête. Pourquoi pas? Vous étalez bien vos canons monstres. Ici une parenthèse. La mort est admise à l'exposition. Elle entre sous la forme canon, mais n'entre pas sous la forme guillotine. C'est une délicatesse. Un très bel échafaud a été offert, et refusé. Enregistrons ces bizarreries de la décence. La pudeur ne se discute pas. Quoi qu'il en soit, casse-tête et canon auront tort. Les machines de meurtre ne sont ici que pour faire ombre. Elles ont honte, on le voit. L'exposition, apothéose pour tous les autres outils de l'homme, est pour elle pilori. Passons. Voici toute la vie sous toutes les formes, et chaque nation offre la sienne. Des millions de mains qui se serrent dans la grande main de la France, c'est là l'exposition. Comme les conquérants ont vieilli. Où est aujourd'hui le blocus continental? Appuyons sur ces phénomènes démocratiques d'une signification si haute. Les portes ne sont jamais ouvertes trop grandes dans la démonstration du progrès. Le trop n'est pas à craindre lorsqu'on énumère les évidences rassurantes à l'extrémité desquelles est la concorde. L'unité se forme, donc l'union. L'homme un, c'est l'homme frère, c'est l'homme égal, c'est l'homme libre. Le fait des peuples se produit en dehors du fait des gouvernements. Symptôme décisif. Ce qui vient à ce rendez-vous de l'exposition universelle, ce n'est pas seulement l'Europe, redisons-le, ce n'est pas seulement le groupe civilisé, ce n'est pas seulement l'Angleterre avec sa pyramide dorée de 60 pieds de haut figurant le rendement d'or de l'Australie, la Prusse avec son temple de la paix et sa grotte de sel gemme, la Russie avec sa vieille orfèvrerie byzantine, la Crimée avec ses laines, la Finlande avec ses lins, la Suède avec ses fers, la Norvège avec ses fourrures, la Belgique avec ses dentelles, le Canada avec ses bois de luxe, New York avec son anthracite dont un seul bloc pèse 8000 livres, le Brésil avec les bijoux entomologiques et ornithologiques que lui fait son soleil, ce qui arrive, ce qui accourt, ce qui s'empresse, c'est le vieux Tibet fanatique, c'est le Kolkar, le Travancore, le Bopa, le Drangudra, le Pinwa, le Chaturpore, l'Atipore, le Guindule, le Ristlom, c'est le Jam de Norvanagur, c'est le Nizam d'Hyderabad, c'est le Chaos de Rask. C'est le Takor de Morway, c'est toute cette famille de nations embryonnaires sur lesquelles pèsent les hôtesses asiatiques, les Maharajas, les Jadjerdars, les Begums. Jusqu'à un baril de poudre d'or, qui est envoyé par cet informe roi nègre de Bonny, habitant d'un palais bâti d'ossements humains. Disons-le en passant, ce détail a fait horreur. C'est avec des pierres que notre Louvre à nous est bâti. Soit. L'Égypte n'a que sa momie, elle l'exhume. Ce cimetière étale tous ses chefs-d'œuvre, ses sarcophages de porphyre, ses cercueils de granit rose, ses gaines à cadavres peintes et dorées, d'autant plus ornées qu'elles doivent être plus enfouies. La contemporaine du zodiaque de Dendra, la vache race, descend de son socle de basalte, et vient. Ramsès, Chephrem, Athéta, la reine Amenisi, débarquent par le chemin de fer,
l'antique statue de bois que les Arabes appellent Cheikh el-Beled, et qui est un dieu inconnu, arrive, apportant, au nom d'Isis, la mère commune, à la vieille Lutèce le salut de la vieille Thèbes. Comment t'appelles-tu, Lutèce? Je m'appelle Paris. Et toi, comment t'appelles-tu, Thèbes? Je m'appelle Derel Bahari. Constatation poignante, les deux villes de même race ont, chacune de leur côté, perdu figure, l'une dans la civilisation, l'autre dans la barbarie. Différence entre ce qui a avancé et ce qui a reculé. 4 Donc, ce qui vient, c'est tous les peuples. Non, il n'est plus temps de s'en dédire. L'exposition internationale ne se rétracte pas. Les rois ont beau s'organiser militairement, donnons-leur la joie de le leur répéter à satiété, ce qui est l'avenir, ce n'est pas la haine, c'est l'entente, ce n'est pas le roulement des bombardes, c'est la course des locomotives. L'apaisement de l'univers est fatal. Rien n'y peut. Pour tout ce qui est plumet, dragonne, cymbale, quincaillerie meurtrière, gloriole sanglante, il y a refroidissement. Le rapetissement de la terre par le chemin de fer et le fil électrique la met de plus en plus dans la main de la paix. Qu'on résiste tant qu'on voudra, les temps sont arrivés. L'ancien régime lutte en pure perte. Le passé est très ingénieux pour un mort, il se donne beaucoup de peine, il fait des trouvailles, il invente chaque jour un nouvel engin très curieux et très homicide. On lui donnera la croix d'honneur, mais il n'aura pas d'autre réussite. Les hommes commencent à voir moins trouble, l'envie de s'entretuer leur passe. Rien ne prévaut contre un tel courant d'idées. Les déclivités de la civilisation versent le genre humain dans un tel ou tel sens, et cette fois, et pour jamais, l'univers penche du bon côté. Il y aura peut-être encore une ou deux péripéties, mais finales. L'immense vent de l'avenir souffle la paix. Que faire contre l'ouragan de fraternité et de joie? Alliance, alliance, crie l'infini. Et, sous cette haleine de l'invisible, l'amour pousse hors de terre comme l'herbe. Insurgez-vous donc contre ce verdissement du printemps universel. Défaites donc la révolution. Défaites donc, non seulement le XXe siècle devant vous, mais le XVIIIe derrière vous. Rêve. 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 Les énormes boulets d'acier, du prix de 1000 francs chaque, que lancent les canons Titan fabriqués en Prusse par le gigantesque marteau de Krupp, lequel pèse 100 000 livres et coûte 3 millions, sont juste aussi efficaces contre le progrès que les bulles de savon soufflées au bout d'un chalumeau de paille par la bouche d'un petit enfant. Pourquoi voulez-vous nous faire croire aux revenants? Vous imaginez-vous que nous ne savons pas que la guerre est morte? Elle est morte le jour où Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et elle n'a plus vécu sur la terre que d'une vie de spectre. Pourtant, après le départ de Jésus, la nuit a encore duré près de 2000 ans, la nuit est respirable aux fantômes, et la guerre a pu rôder dans ses ténèbres. Mais le XVIIIe siècle est venu, avec Voltaire qui est l'étoile du matin, et la Révolution qui est l'aube, et maintenant il fait grand jour. La guerre habite un sépulcre. Les larves ne sortent pas des sépulcres à midi. Qu'elle reste dans son tombeau et qu'elle nous laisse dans notre lumière. Cache tes drapeaux, guerre. Sinon, toi, misère, montre tes haillons. Et confrontons les déchirures. Celle-ci s'appelle gloire, celle-là s'appelle famine, prostitution, ruine, peste. Ceci produit cela.
Assez. Est-ce vous qui attaquez, Allemands? Est-ce nous? À qui en veut-on? Allemands, OLMEN, vous êtes tous les hommes. Nous vous aimons. Nous sommes vos concitoyens dans la cité philosophie, et vous êtes nos compatriotes dans la patrie liberté. Nous sommes, nous, Européens de Paris, la même famille que vous, Européens de Berlin et de Vienne. France veut dire affranchissement. Germanie veut dire fraternité. Se représente Théon le premier mot de la formule démocratique faisant la guerre au dernier. Les masses sont les forces, depuis 89, elles sont aussi les volontés. De là le suffrage universel. Qu'est-ce que la guerre? C'est le suicide des masses. Mettez donc ce suicide aux voix. Le peuple complice de son propre assassinat, c'est le spectacle qu'offre la guerre. Rien de plus lamentable. On voit là à nu tout ce hideux mécanisme des forces détournées de leur but et employées contre elles-mêmes. On voit les deux bouts de la guerre, nous en avons montré un tout à l'heure, qui est le résultat, la misère. Maintenant montrons l'autre, qui est la cause, l'ignorance. Oh! Ce sont là, en effet, les deux tragiques maladies. Qui les guérira augmentera la lumière du soleil. Le propre de l'ignorance, c'est de subir. Les forces ignorent. Avez-vous remarqué le grand œil doux du bœuf? Cet œil est aveugle. Il faut qu'il reste doux, mais qu'il devienne intelligent. La force doit se connaître. Sans quoi elle est terrible. Elle aboutit à commettre des crimes, elle qui doit les empêcher. Que tout soit actif, que rien ne soit passif, le secret de la civilisation est là. Force passive, quel mot inepte. De là des meurtres. Un cadavre étendu qui regarde le ciel accuse évidemment. Qui? Vous, moi, nous tous, non seulement ceux qui ont fait, mais ceux qui ont laissé faire. Que les spectres s'en aillent. Que les méduses se dissipent. Non, même pendant le canon d'une bataille, nous ne croyons pas à la guerre. Cette fumée est de la fumée. Nous ne croyons qu'à la concorde humaine, seul point d'intersection possible des directions diverses de l'esprit humain, seul centre de ce réseau de voies qu'on appelle la civilisation. Nous ne croyons qu'à la vie, à la justice, à la délivrance, au lait des mamelles, au berceau des enfants, au sourire du Père, au ciel étoile. De ceux mêmes qui gisent froids et saignants sur le champ de bataille se dégage, à l'état de remords pour les rois, à l'état de reproche pour les peuples, le principe fraternité, le viol d'une idée la consacre, et savez-vous ce que recommandent aux vivants les morts, ces paisibles sombres? La paix. 6 balles les armes. Alliance. Amalgame. Unité. Tous ces peuples que nous énumérions tout à l'heure, que viennent-ils faire à Paris? Ils viennent en France. La transfusion du sang est possible dans les veines de l'homme, et la transfusion de la lumière dans les veines des nations. Ils viennent s'incorporer à la civilisation. Ils viennent comprendre. Les sauvages ont la même soif, les barbares ont le même amour. Ses yeux saturés de nuit viennent regarder la vérité. Le lever lointain du droit humain a blanchi leur sombre horizon. La Révolution française a jeté une traînée de flammes jusqu'à eux. Les plus reculés, les plus obscurs, les plus mal situés sur le ténébreux plan incliné de la barbarie, ont aperçu le reflet et entendu l'écho.
Ils savent qu'il y a une ville soleil, ils savent qu'il existe un peuple de réconciliation, une maison de démocratie, une nation ouverte, qui appelle chez elle quiconque est frère ou veut l'être, et qui donne pour conclusion à toutes les guerres le désarmement. De leur côté, invasion, du côté de la France, expansion. Ces peuples ont eu le vague ébranlement des profonds tremblements de la terre de France. Ils ont, de proche en proche, reçu le contre-coup de nos luttes, de nos secousses, de nos livres. Ils sont en communion mystérieuse avec la conscience française. Lisent-ils Montaigne, Pascal, Molière, Diderot? Non. Mais ils les respirent. Phénomène magnifique, cordial et formidable, que cette volatilisation d'un peuple qui s'évapore en fraternité. Ô France, adieu. Tu es trop grande pour n'être qu'une patrie. On se sépare de sa mère qui devient déesse. Encore un peu de temps, et tu t'évanouiras dans la transfiguration. Tu es si grande que voilà que tu ne vas plus être. Tu ne seras plus France, tu seras humanité, tu ne seras plus nation, tu seras ubiquité. Tu es destinée à te dissoudre tout entière en rayonnement, et rien n'est auguste à cette heure comme l'effacement visible de ta frontière. Résigne-toi à ton immensité. Adieu, peuple. Salut, homme. Subis ton élargissement fatal et sublime, ô ma patrie, et, de même qu'Athènes est devenue la Grèce, de même que Rome est devenue la chrétienté, toi, France, deviens le monde. Haute-Villaos, mai 1867. Méphis 1874. Un homme se marie jeune, sa femme et lui ont à eux deux 37 ans. Après avoir été riche dans son enfance, il est devenu pauvre dans sa jeunesse, il a habité des palais de passage, à présent il est presque dans un grenier. Son père a été un vainqueur de l'Europe et est maintenant un brigand de la Loire. Chute, ruine, pauvreté. Cet homme, qui a 20 ans, trouve cela tout simple, et travaille. Travailler, cela fait qu'on aime, aimer, cela fait qu'on se marie. L'amour et le travail, les deux meilleurs points de départ pour la famille, il lui en vient une. Le voilà avec des enfants. Il prend au sérieux toute cette aurore. La mère nourrit l'enfant, le père nourrit la mère. Plus de bonheur demande plus de travail. Il passait les jours à la besogne, il y passera les nuits. Qu'est-ce qu'il fait? Peu importe. Un travail quelconque. Sa vie est rude, mais douce. Le soir, avant de se mettre à l'œuvre jusqu'à l'aube, il se couche à terre et les petits montent sur lui, riant, chantant, bégayant, jouant. Ils sont 4, 2 garçons et 2 filles. Les années passent, les enfants grandissent, l'homme mûrit. Avec le travail un peu d'aisance lui est venue. Il habite dans de l'ombre et dans de la verdure, aux Champs-Élysées. Il reçoit là des visites de quelques travailleurs pauvres comme lui, d'un vieux chansonnier appelé Béranger, d'un vieux philosophe appelé Lamennais, d'un vieux proscrit appelé Chateaubriand. Il vit dans cette retraite, rêveur, s'imaginant que les Champs-Élysées sont une solitude, destinée pourtant à la vraie solitude plus tard. S'il écoute, il n'entend que des chants. Entre les arbres et lui, il y a les oiseaux, entre les hommes et lui, il y a les enfants. La mère leur apprend à lire, lui, il leur apprend à écrire. Quelquefois il écrit en même temps que sur la même table, eux des alphabets et des jaimiges, lui autre chose, et,
pendant qu'ils font lentement et gravement des gémiches et des alphabets, il expédie une page rapide. Un jour, le plus jeune des deux garçons, qui a 4 ans, s'interrompt, pose la plume, regarde son père écrire, et lui dit « C'est drôle, quand on a de petites mains, on écrit tout gros, et quand on a de grosses mains, on écrit tout petit. » Au père maître d'école succède le collège. Le père pourtant tient à mêler au collège la famille, estimant qu'il est bon que les adolescents soient le plus longtemps possible des enfants. Arrive, pour ces petits à leur tour, la 20e année, le père alors n'est plus qu'une espèce d'aîné, car la jeunesse finissante et la jeunesse commençante fraternisent, ce qui adoucit la mélancolie de l'une et tempère l'enthousiasme de l'autre. Ces enfants deviennent des hommes, et alors il se trouve que ce sont des esprits. L'un, le premier-né, est un esprit alerte et vigoureux, l'autre, le second, est un esprit aimable et grave. La lutte du progrès veut des intelligences de deux sortes, les fortes et les douces, le premier ressemble plus à l'athlète, le second à l'apôtre. Leur père ne s'étonne pas d'être de plain-pied avec ces jeunes hommes, et, en effet, comme on vient de le dire, ils les sentent frères autant que fils. Eux aussi, comme a fait leur père, ils prennent leur jeunesse avec probité, et, voyant leur père travailler, ils travaillent. À quoi? À leur siècle. Ils travaillent à l'éclaircissement des problèmes, à l'adoucissement des âmes, à l'illumination des consciences, à la vérité, à la liberté. Leurs premiers travaux sont récompensés, ils sont décorés de bonheur, l'un de 6 mois de prison, pour avoir combattu l'échafaud, l'autre de 9 mois, pour avoir défendu le droit d'asile. Disons-le en passant, le droit d'asile est mal vu. Dans un pays voisin, il est d'usage que le ministre de l'Intérieur est un fils qui organise des bandes chargées des assauts nocturnes aux partisans du droit d'asile. Si le fils ne réussit pas comme bandit, le père réussit comme ministre, et celui qu'on a pu assassiner, on l'expulse. De cette façon, la société est sauvée. En France, en 1851, pour mettre à la raison ceux qui défendent les vaincus et les proscrits, on n'avait recours ni à la lapidation, ni à l'expulsion, on se contentait de la prison. Les mœurs des gouvernements diffèrent. Les deux jeunes hommes vont en prison, ils y sont ensemble, le père s'y installe presque avec eux, faisant de la conciergerie sa maison. Cependant son tour vient à lui aussi. Il est forcé de s'éloigner de France, pour des causes qui, si elles étaient rappelées ici, troubleraient le calme de ces pages. Dans la grande chute de tout, qui survient alors, le commencement d'aisance ébauché par son travail s'écroule, il faudra qu'il recommence, en attendant, il faut qu'il parte. Il part. Il s'éloigne par une nuit d'hiver. La pluie, la bise, la neige, bon apprentissage pour une âme, à cause de la ressemblance de l'hiver avec l'exil. Le regard froid de l'étranger s'ajoute utilement au ciel sombre, cela trempe un cœur pour l'épreuve. Ce père s'en va, au hasard, devant lui, sur une plage déserte, au bord de la mer. Au moment où il sort de France, ses fils sortent de prison, coïncidence heureuse, de façon qu'ils peuvent le suivre, il avait partagé leur cellule, il partage sa solitude. Deux on vit ainsi. Les années passent. Que font-ils pendant ce temps-là? Une chose simple, leur devoir. De quoi se compose pour eux le devoir? De ceci, persister. C'est-à-dire servir la patrie, l'aimer, la glorifier, la défendre, vivre pour elle et loin d'elle, et,
parce qu'on est pour elle, lutter, et, parce qu'on est loin d'elle, souffrir. Servir la patrie est une moitié du devoir, servir l'humanité est l'autre moitié, ils font le devoir tout entier. Qui ne le fait pas tout entier, ne le fait pas, telle est la jalousie de la conscience. Comment servir l'humanité? En étant de bons exemples. Ils ont une mère, ils la vénèrent, ils ont une sœur morte, ils la pleurent, ils ont une sœur vivante, ils l'aiment, ils ont un père proscrit, ils l'aident. À quoi? À porter la proscription. Il y a des heures où cela est lourd. Ils ont des compagnons d'adversité, ils se font leurs frères, et à ceux qui n'ont plus le ciel natal, ils montrent du doigt l'espérance, qui est le fond du ciel de tous les hommes. Il y a parfois dans ce groupe intrépide de vaincus des instants de poignante angoisse. On en voit un qui se dresse la nuit sur son lit et se tord les bras en criant, dire que je ne suis plus en France. Les femmes se cachent pour pleurer, les hommes se cachent pour saigner. Ces deux jeunes bannis sont fermes et simples. Dans ces ténèbres, ils brillent, dans cette nostalgie, ils persévèrent, dans ce désespoir, ils chantent. Pendant qu'un homme, en ce moment-là empereur des Français et des Anglais, vit dans sa demeure triomphale, baiser des reines, vainqueur, tout-puissant et lugubre, eux, dans la maison d'exil inondée d'écume, il rit et sourit. Ce maître du monde et de la minute à la tristesse de la prospérité misérable, eux, ils ont la joie du sacrifice. Ils ne sont pas abandonnés d'ailleurs, ils ont d'admirables amis, Vauquerie, le puissant et superbe esprit, Meurice, la grande âme douce, Ribérol, le vaillant cœur. Ces deux frères sont dignes de ces fiers hommes-là. Aucune sérénité n'éclipse la leur, que la destinée fasse ce qu'elle voudra, ils ont l'insouciance héroïque des consciences heureuses. L'aîné, à qui l'on parle de l'exil, répond, « Cela ne me regarde pas ». Ils prennent avec cordialité leur part de l'agonie qui les entoure, ils pensant dans toutes les âmes la plaie rongeante que fait le bannissement. Plus la patrie est absente, plus elle est présente, hélas. Ils sont les points d'appui de ceux qui chancellent, ils déconseillent les concessions que le mal du pays pourrait suggérer à quelques pauvres êtres désorientés. En même temps, ils répugnent à l'écrasement de leurs ennemis, même infâmes. Il arrive un jour qu'on découvre, dans ce campement de proscrits, dans cette famille d'expatriés, un homme de police, un traître affectant l'air farouche, un agent de Maupas affublé du masque d'Hébert, toutes ces probités indignées se soulèvent, on veut tuer le misérable, les deux frères lui sauvent la vie. Qui use du droit de souffrance peut user du droit de clémence. Autour d'eux, on sent que ces jeunes hommes ont la foi, la vraie, celle qui se communique. De là, une certaine autorité mêlée à leur jeunesse. Le proscrit pour la vérité est un honnête homme dans l'acception hautaine du mot, ils ont cette grave honnêteté-là. Toute défaillance à côté d'eux est impossible, ils offrent leur robuste épaule à tous les accablements. Toujours debout sur le haut de l'écueil, ils fixent sur l'énigme et sur l'ombre leur regard tranquille, ils font le signal d'attente dès qu'ils voient une lueur poindre à l'horizon, ils sont les vigies de l'avenir. Ils répandent dans cette obscurité on ne sait quelle clarté d'aurore, silencieusement remerciés par la douceur sinistre des résignés. Trois en même temps qu'ils accomplissent la loi de fraternité, ils exécutent la loi du travail. L'un traduit Shakespeare, et restitue à la France, dans un livre de sagace peinture et d'érudition élégante, la Normandie inconnue. L'autre publie une série d'ouvrages solides et exquis,
plein d'une émotion vraie, d'une bonté pénétrante, d'une haute compassion. Ce jeune homme est tout simplement un grand écrivain. Comme tous les puissants et abondants esprits, il produit vite, mais il couve longtemps, avec la féconde paresse de la gestation. Il a cette préméditation que recommande Horace, et qui est la source des improvisations durables. Son début dans le conte visionnaire, 1856, est un chef-d'œuvre. Il le dédie à Voltaire, et, détail qui montre la magnifique envergure de ce jeune esprit, il eût pu en même temps le dédier à Dante. Il a l'ironie comme Harvey et la foi comme Alighieri. Son début au théâtre, 1859, est un chef-d'œuvre aussi, mais un chef-d'œuvre petit, un badinage de penseur, vivant, fuyant, rapide, inoubliable, comédie légère et forte qui a la fragilité apparente des choses ailées. Ce jeune homme, pour qui le voit de près, semble toujours au repos, et il est toujours en travail. C'est le nonchalant infatigable. Du reste, il a autant de facultés qu'il fait d'efforts, il entre dans le roman, c'est un maître, il aborde le théâtre, c'est un poète, il se jette dans les mêlées de la polémique, c'est un journaliste éclatant. Dans ces trois régions, il est chez lui. Toute son œuvre est mêlée, c'est-à-dire une. Et c'est encore la loi des intelligences planantes, lesquelles voient tout l'horizon. Pas de cloison dans cet esprit, ou rien que des cloisons apparentes. Ses romans sont des tragédies, ses comédies sont des élégies, et elles sont tristes, ce qui ne les empêche pas d'être joyeuses, versement de la raillerie dans la mélancolie et de la colère dans le sarcasme, qui, de tout temps, d'Aristophane à Plaute et de Plaute à Molière, a caractérisé l'art suprême. Rire, quel motif de pleurer. Ce jeune homme est fait comme ces grands hommes. Il médite, et sourit, il médite, et s'indigne. Par moments, son intonation moqueuse prend subitement l'accent tragique. Hélas! La sombre gaieté des penseurs sanglote. Pour ses causes et pour d'autres, ce jeune écrivain a dans le style cet imprévu qui est la vie. L'inattendu dans la logique, c'est le souverain secret des écrivains supérieurs. On ne sait pas assez ce que c'est que le style. Pas de grand style sans grande pensée. Le style contient aussi nécessairement la pensée que le fruit contient la sève. Qu'est-ce donc que le style ? C'est l'idée dans son expression absolue, c'est l'image sous sa figure parfaite, tout ce qu'est la pensée, le style leste, le style, c'est le mot fait âme, le style, c'est le langage fait verbe. Ôtez le style, Virgile s'efface, Horace s'évanouit, Tacite disparaît. On a de nos jours imaginé un barbarisme curieux, les stylistes. Il y a une trentaine d'années, une école imbécile de critique, oubliée aujourd'hui, faisait tous ses efforts pour insulter le style, et l'appelait « la forme ». Quelle insulte! Format, la beauté. La Vénus Hottentote dit à la Vénus de Milo, tu n'as que la forme. Les œuvres succèdent aux œuvres, après la Bohème dorée, la famille tragique, création composée de divination et d'observation, où l'ironie se décompose en pitié, où l'intérêt dramatique arrive parfois à l'effroi, où l'intelligence se dilate en même temps que le cœur se serre. Toutes ces qualités, style, émotion, bonté d'écrivain, vertu de poète, dignité d'artiste, ce jeune homme les concentre et les condense dans un grand livre, Les hommes de l'exil. Ce livre est un grand livre politique, pourquoi ? Parce que c'est un grand livre littéraire. Qui dit littérature, dit humanité.
Ce livre, Les hommes de l'exil, est une protestation et un défi, protestation soumise à Dieu, défi jeté au tyran. L'âme est le personnage, l'exil est le drame, les martyrs sont divers, le martyr est un, l'épreuve varie, les éprouvés, non. Cette sévère peinture restera. Ce livre austère et tragique est un livre d'amour, amour pour la vérité, pour l'équité, pour la probité, pour la souffrance, pour le malheur, pour la grandeur, de là une haine profonde contre ce qui est vil, lâche, injuste et bas. Ce livre est implacable, pourquoi? Parce qu'il est tendre. Partout la justice, et partout la pitié, la belle âme exprimée par le beau style, tel est ce jeune écrivain. Ajoutons à ce dos de la nature, le pathétique, un dos de la solitude, la philosophie. Insistons sur cette philosophie. L'isolement développe dans les âmes profondes une sagesse d'une espèce particulière, qui va au-delà de l'homme. C'est cette sagesse étrange qui a créé l'antique magisme. Ce jeune homme, dans le désert de Jersey et dans le crépuscule de Guernesey, est, comme les autres solitaires pensifs qui l'entourent, atteint par cette sagesse. Une intuition presque visionnaire donne à plusieurs de ses ouvrages, comme à d'autres œuvres des hommes du même groupe, une portée singulière, chose qu'on ne peut pas ne point souligner. Ce qui préoccupe ce jeune esprit, c'est ce qui préoccupe aussi les vieux, à ce commencement de la vie où il semble qu'on a le droit d'être uniquement absorbé par la préparation de soi-même, ce qui inquiète ce penseur, lumineux et serein jusqu'à l'éclat de rire, mais attendri, ce qui l'émeut et le tourmente. C'est le côté impénétrable du destin, c'est le sort des êtres condamnés au cri ou au silence, bêtes, plantes, de ce qu'on appelle l'animal, de ce qu'on appelle le végétal. Il lui semble voir là des déshérités, il se penche vers eux, il constate qu'ils sont hors de la liberté, et presque de la lumière, il se demande qui les a chassés dans cette ombre, et il oublie, en se courbant sur ses bannis, qu'il est lui-même un exilé. Superbe commisération, fraternité de l'être parlant pour les êtres muets, noble augmentation de l'amour de l'humanité par la douceur envers la création. Les vivants d'en bas, quelle énigme! Inférie, mot mystérieux, les inférieurs. L'enfer. Creusez le rêve des religions, vous trouverez au fond la vérité. Seulement, les religions interposées la défigurent par leur grossissement. Toute vie infernale, étant une vie planétaire, est une vie passagère, la vie céleste seule est éternelle. 4. Ces deux frères sont comme le complément l'un de l'autre, l'aîné est le rayonnant, le plus jeune est l'austère. Austérité aimable comme celle d'un jeune Socrate. Sa présence est fortifiante, rien n'est sain et rien n'est rassurant comme l'imperturbable aménité de l'ouvrier content. Ce jeune exilé volontaire conserve, dans le désert où l'on est pour jamais peut-être, les élégances de sa vie passée, et en même temps il se met à la tâche, il veut construire, et il construit un monument, il ne perd pas une heure, il a le respect religieux du temps, ses habitudes sont à la fois parisiennes et monacales. Il habite une chambre encombrée de livres. Au point du jour il entend marcher au-dessus de sa tête, sur le toit de la maison, quelqu'un qui travaille, c'est son père, ce pas le réveille, alors il se lève et travaille aussi. Ce qu'il fait, on l'a vu plus haut, il traduit Shakespeare, entreprise considérable. Il traduit Shakespeare, il l'interprète, il le commente, il le fait accessible à tous, il taille degré par degré dans la roche et dans le glacier on ne sait quel vertigineux escalier qui aboutit à cette cime. On a bien raison de dire que ces proscrits-là sont des ambitieux,
celui-ci rêve la familiarité avec les génies, il se dit, je traduirai plus tard de la même façon Homère, Eschyle, Isaïe et Dante. En attendant, il tient Shakespeare. Conquête illustre à faire. Introduire Shakespeare en France, quel vaste devoir! Ce devoir, il l'accepte, il s'y engage, il s'y enferme, il sait que sa vie désormais sera liée par cette promesse faite au nom de la France au grand homme de l'Angleterre, il sait que ce grand homme de l'Angleterre est un des grands hommes du genre humain tout entier, et que servir cette gloire, c'est servir la civilisation même, il sait qu'une telle entreprise est impérieuse, qu'elle sera exigeante et altière, et qu'une fois commencée elle ne peut être ni interrompue ni abandonnée, il sait qu'il en a pour 12 ans, il sait que c'est là une autre cellule, et qu'il se condamne au cloître, et que lorsqu'on entre dans un tel labeur, on y est muré, il y consent, et, de même qu'il s'est exilé pour son père, il s'emprisonne pour Shakespeare. Sa récompense, c'est son effort même. Il a voulu traduire Shakespeare, et, en effet, voilà Shakespeare traduit. Il a renouvelé l'effrayant combat nocturne de Jacob, il a jouté avec l'archange, et son jarret n'a pas plié. Il est l'écrivain qu'il fallait. L'anglais de Shakespeare n'est plus l'anglais d'à présent, il a été nécessaire de superposer à cet anglais du XVIe siècle le français du XIXe, sorte de corps à corps des deux idiomes, la plus redoutable aventure où puisse se hasarder un traducteur, ce jeune homme a eu cette audace. Ce qu'il a entrepris de faire, il l'a fait. Il importait de ne rien perdre de l'œuvre énorme. Il a mis sur Shakespeare la langue française, et il a réussi à faire passer, à travers l'inextricable claire-voie de deux idiomes appliqués l'un sur l'autre, tout le rayonnement de ce génie. Pour cela, il a dû dépenser, à chaque phrase, à chaque vers, presque à chaque mot, une inépuisable invention de style. Pour une telle œuvre, il faut que le traducteur soit créateur. Il l'a été. Un écrivain qui prouve son originalité par une traduction, c'est étrange et rare. Traduire ne lui suffit pas. Il bâtit autour de Shakespeare, comme des contreforts autour d'une cathédrale, toute une œuvre à lui, œuvre de philosophie, de critique, d'histoire. Il est linguiste, artiste, grammairien, érudit. Il est docte et alerte, toujours savant, jamais pédant. Il accumule et coordonne les variantes, les notes, les préfaces, les explications. Il condense tout ce qui est épars dans les environs de Shakespeare. Pas un antre de cette caverne immense où il ne pénètre. Il fait des fouilles dans ce génie. Et c'est ainsi qu'après 12 années de labeur, il fait à la France de Shakespeare. Les vrais traducteurs ont cette puissance singulière d'enrichir un peuple sans appauvrir l'autre, de ne point dérober ce qu'ils prennent, et de donner un génie à une nation sans l'ôter à sa patrie. Cette longue incubation se fait sans qu'il l'interrompe un seul jour. Aucune solution de continuité, pas de relâche, aucune lacune, aucune concession à la fatigue, toutes les aurores ramènent la besogne, nulla dies sin linea, c'est là, du reste, la bonne loi des fiers esprits. L'œuvre qu'on accomplit et qu'on voit croître est par elle-même reposante. Aucun autre repos n'est nécessaire. Ce jeune homme le comprend ainsi, il ne quitte jamais sa tâche, il s'éveille chaque matin dès qu'il entend le marcheur d'en haut s'éveiller, et quand, l'heure de la table de famille venue, ils redescendant tous les deux de leur travail, son père et lui, ils échangent un doux sourire. Isolement, intimité, renoncement, apaisement de la nostalgie par la pensée,
Telle est la vie de ces hommes. Pour horizon le brouillard des flots et des événements, pour musique le vent de tempête, pour spectacle la mobilité d'un infini, la mer, sous la fixité d'un autre infini, le ciel. On est des naufragés, on regarde les abîmes. Tout assombré, hors la conscience, navire dont il ne reste que la boussole. Dans cette famille personne n'a rien à soi, tout est en commun, l'effort, la résistance, la volonté, l'âme. Ce père et ses fils resserrent de plus en plus leur étroit embrassement. Il est probable qu'ils souffrent, mais ils ne se le disent pas, chacun s'absorbe et se rassérène dans son œuvre diverse, dans les intermittences, le soir, aux réunions de famille, aux promenades sur la plage, ils parlent. De quoi? De quoi peuvent parler des proscrits, si ce n'est de la patrie? Cette France, ils l'adorent, plus l'exil s'aggrave, plus l'amour augmente. Loin des yeux, près du cœur. Ils ont toutes les grandes convictions, ce qui leur donne toutes les grandes certitudes. On a agi de son mieux, on a fait ce qu'on a pu, quelle récompense veut-on? Une seule. Revoir la patrie. Eh bien, on la reverra. Comme on y était heureux, et comme on y sera heureux encore. Certes, l'heure bénie du retour sonnera. On les attend là-bas. Ainsi parlent ces bannis. La causerie finie, on se remet au travail. Toutes les journées se ressemblent. Cela dure 19 ans. Au bout de 19 ans l'exil cesse, ils rentrent, les voilà dans la patrie, ils sont attendus en effet, eux par la tombe, lui par la haine. Si est-ce que ceci est une plainte? Point. Et de quel droit la plainte? Et vers qui se tournerait-elle? Vers vous, Dieu? Non. Vers toi, patrie. Jamais. Qui pourrait songer à la France autrement que reconnaissant et attendri? Et pour cet homme-là, pour ce père, n'y a-t-il pas 3 journées inoubliables, le 5 septembre 1870, le 18 mars 1871, le 28 décembre 1873. Le 5 septembre 1870, il rentra dans la patrie, la France, le 18 mars 1871, le 28 décembre 1873, ses fils rentrèrent, l'un après l'autre, dans l'autre patrie, le sépulcre, et à ces 3 rentrées, tu vins de toutes parts faire cortège, ô immense peuple de Paris. Tu y vins tendre, ému, magnanime, avec ce profond murmure des foules qui ressemble parfois au bercement des mers. Depuis ces 3 jours ineffaçables, y a-t-il eu quelque part, n'importe où, dans des régions quelconques, de la calomnie, de l'insulte et de la haine? Cela se peut, mais pourquoi pas? Et à qui cela fait-il du mal? À ceux qui haïssent peut-être. Plaignons-les. Le peuple est grand et bon. Le reste n'est rien. Il faudrait pour s'en émouvoir n'avoir jamais vu l'océan. Qu'importe une vaine surface écumante quand le fond est majestueusement ami et paisible. Se plaindre de la patrie, lui reprocher quoi que ce soit, non, non, non. Même ceux qui meurent par elle vivent par elle. Quant à vous, Dieu, que vous dire? Est-ce que vous n'êtes pas l'ignorer? Que savons-nous sinon que vous êtes et que nous sommes? Est-ce que nous nous connaissons, ô mystère? Éternel Dieu, vous faites tourner sur ses gonds la porte de la tombe, et vous savez pourquoi. Nous faisons la fosse, et vous ce qui est au-delà. Au trou dans la terre s'ajuste une ouverture dans le firmament.
Vous vous servez du sépulcre comme nous du creuset, et, l'indivisible étant l'incorruptible, rien ne se perd, ni l'atome matériel, la molécule dans le creuset, ni l'atome moral, le moi, dans le tombeau. Vous maniez la destinée humaine, vous abrégez la jeunesse, vous prolongez la vieillesse, vous avez vos raisons. Dans notre crépuscule, nous qui sommes le relatif, nous nous heurtons à tâtons à vous qui êtes l'absolu, et ce n'est pas sans meurtrissure que nous faisons la rencontre obscure de vos lois. Vous êtes calomniés vous aussi, les religions vous appellent jaloux, colères, vengeurs, par moments elles plaident vos circonstances atténuantes, voilà ce que font les religions. La religion vous vénère. Aussi la religion a-t-elle pour ennemi les religions. Les religions croient l'absurde. La religion croit le vrai. Dans les pagodes, dans les mosquées, dans les synagogues, du haut des chaires et au nom des dogmes, on vous conseille, on vous exhorte, on vous interprète, on vous qualifie, les prêtres se font vos juges, les sages non. Les sages vous acceptent. Accepter Dieu, c'est là le suprême effort de la philosophie. Nos propres dimensions nous échappent à nous-mêmes. Vous les connaissez, vous avez la mesure de tout et de tous. Les lois de percussion sont diverses. Tel homme est frappé plus souvent que les autres, il semble qu'il ne soit jamais perdu de vue par le destin. Vous savez pourquoi. Nous ne voyons que des raccourcis, vous seul connaissez les proportions véritables. Tout se retrouvera plus tard. Chaque chiffre aura son total. Vivre ne donne sur la terre pas d'autre droit que mourir, mais mourir donne tous les droits. Que l'homme fasse son devoir, Dieu fera le sien. Nous sommes à la fois vos débiteurs et vos créanciers, relation naturelle des fils au Père. Nous savons que nous venons de vous, nous sentons confusément, mais sûrement, le point d'attache de l'homme à Dieu, de même que le rayon a conscience du soleil, notre immortalité a conscience de votre éternité. Elles se prouvent l'une par l'autre, cercle sublime. Vous êtes nécessairement juste puisque vous êtes, et que ni le mal ni la mort n'existent. Vous ne pouvez pas être autre chose que la bonté au haut de la vie et la clarté au fond du ciel. Nous ne pouvons pas plus vous nier que nous ne pouvons nier l'infini. Vous êtes l'illimité évident. La vie universelle, c'est vous, le ciel universel, c'est vous. Votre bonté est la chaleur de votre clarté, votre vérité est le rayon de votre amour. L'homme ne peut que bégayer à jamais un essai de vous comprendre. Il travaille, souffre, aime, pleure et espère à travers cela. Devant vous, abaisser nos fronts, c'est élever nos esprits. C'est là tout ce que nous avons à vous dire, ô Dieu. Faites pas de plainte donc. Nous n'avons tout au plus droit qu'à l'étonnement. L'étonnement contient toute la quantité de protestations permises à cet immense ignorant qui est l'homme. Et ce douloureux étonnement, comment le réserver pour soi quand la France le réclame? Comment songer aux douleurs privées en présence de l'affliction publique? Une telle patrie prend toute la place. Que chacun ait sa blessure à lui, soit, mais qu'il la cache en présence du flanc saignant de notre mère. Ah! Quel songe on faisait! On était mis hors la loi, expulsé, banni, rebanni, proscrit, reproscrit, tel homme qui a des cheveux blancs a été chassé 4 fois, d'abord de France, puis de Belgique, puis de Jersey, puis de Belgique encore, eh bien, quoi? On était des exilés. On souriait. On disait, oui, mais la France.
La France est là, toujours grande, toujours belle, toujours adorée, toujours France. Il y a un voile entre elle et nous, mais un de ces jours l'Empire se déchirera du haut en bas, et, derrière la déchirure lumineuse, la France reparaîtra. La France reparaîtra, quel éblouissement! Dans sa splendeur, dans sa gloire, dans sa majesté fraternelle aux nations, avec toute sa couronne comme une reine, avec toute son auréole comme une déesse, puissante et libre, puissante pour protéger, libre pour délivrer. Voilà ce qui est triste, c'est de s'être dit cela. Hélas, on rêvait l'apothéose, on a le pilori. La patrie a été foulée aux pieds par cette sauvage, la guerre étrangère, et par cette folle, la guerre civile. L'une a essayé d'assassiner la civilisation et de supprimer le chef-lieu du monde, l'autre a brûlé les deux crèches sacrées de la Révolution, les Tuileries, ni de la Convention, l'Hôtel de Ville, ni de la Commune. On a profité de la présence des Prussiens pour jeter bas la colonne d'Iéna. On leur a ajouté cette joie. On a tué des vieillards, on a tué des femmes, on a tué des petits enfants. On a été des gens ivres qui ne savent ce qu'ils font. On a creusé des fosses immenses où l'on a enterré pêle-mêle, et à demi-mort, le juste et l'injuste, le faux et le vrai, le bien et le mal. On a voulu abattre cette géante, Paris, on a voulu ressusciter ce fantôme, Versailles. On a eu des incendies dignes d'Hérostrate et des fratricides dignes d'Atrée. Qui a fait ces crimes? Personne et tout le monde, ces deux exécrables anonymes, la guerre étrangère et la guerre civile, les barbares, qui en sont venus aux mains, stupidement, des deux côtés à la fois, du côté orageux où sont les aigles, du côté ténébreux où sont les hiboux, enjambant la frontière, enjambant la muraille, ceux-ci franchissant le Rhin, ceux-là ensanglantant la Seine, tout franchissant et ensanglantant la conscience humaine, sans pouvoir dire pourquoi, sans rien comprendre, sinon que le vent qui passe les avait mis en colère. Attentat des ignorants. Aussi bien des ignorants d'en haut que des ignorants d'en bas. Attentat des innocents aussi, car l'ignorance est une innocence. Férocité farouche. Qui plaindre? Les vaincus et les vainqueurs. Oh! Voir à terre, gisant, inerte, souffleté, le cadavre de notre gloire. Et la vérité. Et la justice. Et la raison. Et la liberté. Toutes ces artères sont ouvertes. Nous sommes saignés aux quatre veines de notre honneur. Pourtant nos soldats ont été héroïques, et certes le seront encore. Mais quel désastre! Rien n'est crime, tout est fatalité. Les vieilles calamités de Ninive, de Thèbes et d'Argos sont dépassées. Personne qui n'ait sa plaie, laquelle est la plaie publique. Et, à travers tout cela, aggravation lugubre, il vous vient par moments cette pensée poignante qu'à cette heure il y a, à 5000 lieues d'ici, loin de leur mère, des enfants de 20 ans condamnés à mort, puis au bagne, pour un article de journal. Ô pauvres hommes! Éternelle pitié! Fanatisme contre fanatisme. Hélas! Fanatique, nous le sommes tous. Celui qui écrit ces lignes est un fanatique lui-même, fanatique de progrès, de civilisation, de paix et de clémence, inexorable pour les impitoyables, intolérant pour les intolérants. Frappons-nous la poitrine. Oui, ces choses sombres ont été accomplies. On a vu cela, et, à cette heure, que voit-on? La joie des rois assis comme des bourreaux sur un démembrement.
Après les écartèlements, cela se fait, et Charlot, avant de les jeter au bûcher, s'accroupit et se repose un moment sur les lamentables tronçons de Damiens, comme Guillaume sur l'Alsace et la Lorraine. Guillaume, du reste, n'est pas plus coupable que Charlot, les bourreaux sont innocents, les responsables sont les juges, l'histoire dira quels ont été, dans l'affreux traité de 1871, les juges de la France. Ils ont fait une paix pleine de guerre. Ah! Les infortunés. À cette heure, ils règnent, ils sont princes, et se croient maîtres. Ils sont heureux de tout le bonheur que peut donner une tranquillité violente, ils ont la gloire d'un immense sang répandu, ils se pensent invulnérables, ils sont cuirassés de toute puissance et de néant, ils préparent, au milieu des fêtes, dans la splendeur de leur imbécillité souveraine, la dévastation de l'avenir. Quand on leur parle de l'immortalité des nations, ils jugent de cette immortalité par leur majesté à eux-mêmes, et ils en rient, ils se croient de bons tueurs, et pensent avoir réussi, ils se figurent que c'est fait, que les dynasties en ont fini avec les peuples, ils s'imaginent que la tête du genre humain est décidément coupée, que la civilisation se résignera à cette décapitation. Chou, est-ce que Paris de plus ou de moins? Ils se persuadent que Metz et Strasbourg deviendront de l'ombre, qu'il y aura prescription pour ce vol, que nous en prendrons notre parti, que la nation chef sera paisiblement la nation serve, que nous descendrons jusqu'à l'acceptation de leur pourpre épouvantable, que nous n'avons plus ni bras, ni mains, ni cerveau, ni entrailles, ni cœur, ni esprit, ni sabre au côté, ni sang dans les veines, ni crachat dans la bouche, que nous sommes des idiots et des infâmes, et que la France, qui a rendu l'Amérique à l'Amérique, l'Italie à l'Italie, et la Grèce à la Grèce, ne saura pas rendre la France à la France. Ils croient cela, au frémissement. 8 Et cependant la nuée monte, elle monte, pareille à la mystérieuse colonne conductrice, noire sur l'azur, rouge sur l'ombre. Elle emplit lentement l'horizon. Les vieillards la redoutent pour les enfants, et les enfants la saluent. Une funeste inclémence germe. Les rancunes couvant les représailles, les plus doux se sentent confusément implacables, les augustes promiscuités fraternelles ne sont plus de saison, la frontière redevient barrière, on recommence à être national, et le plus cosmopolite renonce à la neutralité, adieu la mansuétude des philosophes. Entre l'humanité et l'homme la patrie se dresse, terrible. Elle regarde les sages, indignés. Qu'ils ne viennent plus parler d'union, d'harmonie et de paix. Pas de paix, que la tête haute. Voilà ce que veut la patrie. Ajournement de la concorde humaine. Oh! La misérable aventure. Les échéances sont inévitables, on entend sourdre sous terre les catastrophes semées, et sur leur croissance, de plus en plus distincte, on peut calculer l'heure de leur éclosion. Nul moyen d'échapper. L'avenir est plein d'arrivées fatales. Échille, s'il était français, et Jérémie, s'il était teuton, pleurerait. Le penseur médite accablé. Que faire? Attendre et espérer, mais espérer à travers le carnage. De là un sinistre effarement. Le penseur, qui est toujours compliqué d'un prophète, a devant les yeux un tumulte, qui est l'avenir. Il cherchait du regard, au-delà de l'horizon, l'alliance et la fraternité, et il est condamné à entrevoir la haine. Rien n'est certain, mais tout menace. Tout est obscur, mais sombre. Il pense et il souffre.
Ces rêves d'inviolabilité de la vie humaine, d'abolition de la guerre, d'arbitrage entre les peuples et de paix universelle, sont traversés par de vagues flamboiements d'épée. En attendant on meurt, et ceux qui meurent laissent derrière eux ceux qui pleurent. Patience. On n'est que précédé. Il est juste que le soir vienne pour tous. Il est juste que tous montent l'un après l'autre recevoir leur paix. Les passe-droits ne sont qu'apparents. La tombe n'oublie personne. Un jour, bientôt peut-être, l'heure qui a sonné pour les fils sonnera pour le Père. La journée du travailleur sera finie. Son tour sera venu, il aura l'apparence d'un endormi, on le mettra entre quatre planches, il sera ce quelqu'un d'inconnu qu'on appelle un mort, et on le conduira à la grande ouverture sombre. Là est le seuil impossible à deviner. Celui qui arrive y est attendu par ceux qui sont arrivés. Celui qui arrive est le bienvenu. Ce qui semble la sortie est pour lui l'entrée. Il perçoit distinctement ce qu'il avait obscurément accepté, l'œil de la chair se ferme, l'œil de l'esprit s'ouvre, et l'invisible devient visible. Ce qui est pour les hommes le monde s'éclipse pour lui. Pendant qu'on fait silence autour de la fosse béante, pendant que des pelletées de terre, poussière jetée à ce qui va être cendre, tombe sur la bière sourde et sonore, l'âme mystérieuse quitte ce vêtement, le corps, et sort, lumière, de l'amoncellement des ténèbres. Alors pour cette âme les disparus reparaissent, et ces vrais vivants, que dans l'ombre terrestre on nomme les trépassés, emplissent l'horizon ignoré, se pressant, rayonnant, dans une profondeur de nuées et d'aurore, appellent doucement le nouveau venu, et se penchent sur sa face éblouie avec ce bon sourire qu'on a dans les étoiles. Ainsi s'en ira le travailleur chargé d'années, laissant, s'il a bien agi, quelques regrets derrière lui, suivi jusqu'au bord du tombeau par des yeux mouillés peut-être et par de graves fronts découverts, et en même temps reçu avec joie dans la clarté éternelle, et, si vous n'êtes pas du deuil ici-bas, vous serez là-haut de la fête, ô mes bien-aimés. Testament littéraire 1875. Je veux qu'après ma mort tous mes manuscrits non publiés, avec leurs copies s'il en existe, et toutes les choses écrites de ma main que je laisserai, de quelque nature qu'elles soient, je veux, dis-je, que tous mes manuscrits, sans exception, et quelle qu'en soit la dimension, soient réunis et remis à la disposition des trois amis dont voici les noms: Paul Meurice, Auguste Vacquerie, Ernest Lefebvre. Je donne à ces trois amis plein pouvoir pour requérir l'exécution entière et complète de ma volonté. Je les charge de publier mes manuscrits de la façon que voici. Les 10 manuscrits peuvent être classés en 3 catégories. Premièrement, les œuvres tout à fait terminées. Deuxièmement, les œuvres commanditées, terminées en partie, mais non achevées. Troisièmement, les ébauches, fragments, idées éparses, vers ou prose, semés çà et là, soit dans mes carnets, soit sur des feuilles volantes. Je prie mes trois amis, ou l'un d'eux choisi par eux, de faire ce triage avec le plus grand soin et comme je le ferai moi-même, dans l'esprit et dans la pensée qu'ils me connaissent, et avec toute l'amitié dont ils m'ont donné tant de marques. Je les prie de publier, avec des intervalles dont ils seront juges entre chaque publication, d'abord, les œuvres terminées, ensuite, les œuvres commanditées et en partie achevées, enfin, les fragments et idées éparses. Cette dernière catégorie d'œuvres, se rattachant à l'ensemble de toutes mes idées, quoique sans lien apparent, formera, je pense, plusieurs volumes, et sera publié sous le titre Océan. Presque tout cela a été écrit dans mon exil. Je rends à la mer ce que j'ai reçu d'elle.
pour assurer les frais de la publication de cet ensemble d'œuvres, il sera distrait de ma succession une somme de 100 000 francs qui sera réservée et affectée aux dits frais. Messieurs Paul Meurice, Auguste Vacquerie et Ernest Lefebvre, après les frais payés, recevront, pour se les partager entre eux dans la proportion du travail fait par chacun, 1 degré sur la première catégorie d'œuvres, 15% du bénéfice net, 2 degrés sur la deuxième catégorie, 25% du bénéfice net, 3 degrés sur la troisième catégorie, qui exigera des notes, des préfaces peut-être, beaucoup de temps et de travail, 50% du bénéfice net. Indépendamment de ces 3 catégories de publication, mes 3 amis, dans le cas où l'on jugerait à propos de publier mes lettres après ma mort, sont expressément chargés par moi de cette publication, en vertu du principe que les lettres appartiennent, non à celui qui les a reçues, mais à celui qui les a écrites. Ils feront le triage de mes lettres et seront juges des conditions de convenance et d'opportunité de cette publication. Ils recevront sur le bénéfice net de la publication de mes lettres 50%. Je les remercie du plus profond de mon cœur de vouloir bien prendre tous ces soins. En cas de décès de l'un d'eux, ils désigneraient, s'il était nécessaire, une tierce personne qui aurait leur confiance, pour le remplacer. Telles sont mes volontés expresses pour la publication de tous les manuscrits inédits, quels qu'ils soient, que je laisserai après ma mort. J'ordonne que ces manuscrits soient immédiatement remis à messieurs Paul Meurice, Auguste Vacquerie et Ernest Lefebvre, pour qu'ils exécutent mes intentions comme l'eussent fait mes fils bien-aimés que je vais rejoindre. Fait et écrit de ma main, en pleine santé d'esprit et de corps, aujourd'hui 23 septembre 1875, à Paris. Victor Hugo. Le lendemain du jour où ce testament fut rendu public, les journaux insérèrent les déclarations qui suivent. Nous sommes profondément touchés de la confiance que Victor Hugo nous témoigne et profondément reconnaissants de l'immense honneur qu'il nous fait en nous choisissant pour les metteurs en œuvre de ses manuscrits et pour les interprètes de sa pensée. Nous acceptons la mission. Nous n'acceptons pas l'argent. Pendant 30 ans, nous avons fait pour rien ce que Victor Hugo nous demande de continuer. Il ne nous convient pas d'en être payé après sa mort plus que de son vivant. Nous renonçons entièrement et irrévocablement à notre part dans les bénéfices de la publication de ces manuscrits. Nous la donnons à tout ce qui servira sa mémoire et son œuvre. Un acte régulier en déterminera et en constatera l'emploi. Les premiers produits en seront attribués à la souscription pour le monument. Paul Meurice. Auguste Vacquerie. Extrêmement honoré d'avoir été associé par Victor Hugo au mandat de messieurs Paul Meurice et Auguste Vacquerie, je me joins à leur déclaration, je refuse l'argent, et j'accepte la mission avec reconnaissance. Ernest Lefebvre. Table depuis l'exil 1876. Pour la Serbie 2. Au président du Congrès de la paix 3. Le banquet de Marseille 1877. Les ouvriers lyonnais 2. Le 16 mai. La prorogation. Réunion des gauches 2. La dissolution. Au 4e bureau séance du 12 juin. Lettre aux Lyonnais. L'histoire d'un crime 3. Les élections. Candidature Jules Grévy 3. Anniversaire de Montana 4. Le dîner d'Hernani 1878. Inauguration du tombeau de Ledru-Rollin 2. Le centenaire de Voltaire 3. À Monsieur l'évêque d'Orléans 4.
Congrès littéraire international et discours d'ouverture 2. Le domaine public payant 1879 I. Pour l'amnistie 2. Discours sur l'Afrique 3. La 100e représentation de Notre-Dame de Paris 1880 I. Le centenaire d'Hernani 2. Deuxième discours pour l'amnistie 3. L'instruction élémentaire 4. La fête de Besançon 1881 I. La fête du 27 février 2. Obsèques de Paul de Saint-Victor 1882 I. Le banquet Grisel 2. Obsèques de Louis Blanc 1883. Banquet du 81e anniversaire 1884 I. Le déjeuner des enfants de Veule 2. Visite à la Statue de la Liberté 1885 qui mort de Victor Hugo 2. Les funérailles à l'Arc de Triomphe. Les discours. Le cortège. Le défilé au Panthéon. Note. Note I. Le cercle des écoles. Note 2. Le droit de la femme. Note 3. Meeting pour la paix. Note 4. Un journal pour le peuple. Note V. La ville de Saint-Quentin. Note 6. Contre l'extradition d'Hartmann. Note 7. Le centenaire de Camoëns. Note 8. La tour du Verbois. Note 9. Les morts de Montana. Note X. Les arènes de Lutèce. Note 11. Demande en grâce pour O'Donnell. Note 12. Le Mont Saint-Michel. Note 13. L'abolition de l'esclavage au Brésil. Note 14. Anniversaire de la délivrance de la Grèce. Note 15. Inauguration de la statue de Georges Sand. Note 16. La matinée du Trocadéro, 27 février 1881. Note 17. Procès-verbaux des séances du Sénat, de la Chambre et du Conseil municipal de Paris, à la mort de Victor Hugo. Note 18. Les décrets sur le Panthéon. Note 19. Discours prononcés aux funérailles. Paris I. L'avenir 2. Le passé 3. Suprématie de Paris 4. Fonction de Paris V. Déclaration de paix. Méphis. Testament littéraire. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Actes et Paroles, volume 4, depuis l'exil 1876 à 1885 astérisque 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 Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1